Salut, c'est Geoffrey et aujourd'hui on va parler d'un des meilleurs trucs qui existent dans la vie, en tout cas dans la mienne, la science-fiction. Et pour une fois, on n'avait pas envie de juste parler de cinéma et de séries, on voulait revenir à la source, la littérature, les livres, les BD, les mots, bref, l'imaginaire à l'état pur. Vous avez dû entendre parler de ce petit film nommé Dune, puisque Dune, deuxième partie, arrive au cinéma. Et avant d'être ce gros blockbuster hollywoodien en 2 parties, voire plus, Dune a été un cauchemar sans fin. La version de Jodorowsky s'est écroulée dans les années 70, et il faut voir le super documentaire sorti en 2013 sur le sujet. La version de David Lynch a été un cauchemar dans les années 80 et encore aujourd'hui il a du mal à la digérer alors que c'est pas si mal. Il y a ensuite eu la mini-série sci-fi et plusieurs tentatives et Dune a vite rejoint la famille de ces classiques réputés inadaptables et maudits. Et vu la passion autour des films réalisés par Denis Villeneuve qui d'ailleurs prépare une adaptation du génial roman Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke, on a eu envie de réfléchir à d'autres œuvres de science-fiction qui pourraient ou devraient être adaptées ou qui au contraire ne devraient peut-être jamais être touchées tellement elles seraient difficiles à adapter, mais ça donne quand même un petit peu envie de rêver. Un peu comme quand on a appris que l'Incal allait être adapté, ouais, par Taika Waititi par exemple. Ah. Donc en gros, on cherchait un prétexte pour parler de science-fiction tout simplement. On va donc revenir sur 3 œuvres qu'on aime et qui posent d'intéressantes questions sur les adaptations. Comment, pourquoi et pour qui adapter un livre et une BD? Et pourquoi ça fait si souvent rêver mais aussi si souvent peur? Je vais commencer par un de mes petits plaisirs, Les Mondes d'Aldébaran, des BD signés Léo qui s'étalent sur 7 cycles depuis les années 90. Alors là, on est très loin de la complexité ultra sérieuse de Dune. On est sur de la SF plus légère, plus pop, de l'ordre de l'utopie parfois, certains diraient même kitsch. Parce que dans Les Mondes d'Aldébaran, il y a pas mal de gens à poil et pas mal d'histoires d'amour et de sexe. C'est parfois un peu candide tellement les personnages portent de belles valeurs et semblent parfois parler comme s'ils avaient tous fait 15 ans de thérapie. En fait, c'est un peu comme Tintin dans l'espace, mais si Tintin avait une bisexuelle et non les fanfictions avec le capitaine Haddock et Milou, ça ne compte pas. Et pourtant, ce serait dommage de réduire Les Mondes d'Aldébaran à ça parce qu'il y a beaucoup de choses profondément belles et passionnantes et de pures idées de science-fiction absolument fascinantes. Et en plus, c'est extrêmement efficace parce que c'est un grand récit d'aventure et d'exploration qu'on peut classer dans le sous-genre du planète opéra, c'est-à-dire qu'on explore plein de planètes différentes dans chaque cycle avec des faunes et fleurs différentes. Le rêve pour toutes les personnes qui aiment imaginer des jungles, des déserts ou des océans avec des créatures dans tous les sens et évidemment, je fais partie de ces gens, rien que les couvertures, regardez ça. Comme ça donne pas envie. Le point de départ de cette grande épopée des mondes d'Aldébaran, c'est très simple. L'espèce humaine a commencé à coloniser l'espace, mais il y a eu quelques problèmes, donc la planète d'Aldébaran n'a plus de nouvelles de la Terre depuis au moins un siècle. Et en attendant, les gens ont commencé à s'installer sur une île pour former une belle petite dictature sur cette planète composée majoritairement d'un immense et mystérieux océan. Et c'est justement de là que vient la catastrophe, le nom du premier volume. Une créature inconnue, une sorte de gigantesque monstre marin qui peut changer de forme, commence à semer le chaos. Il détruit notamment un petit village de pêcheurs et parmi les survivants, on va suivre 2 adolescents, Marc et Kim. Oui, je sais les prénoms, on dirait AB Productions, mais c'est pas grave. Ils vont rapidement rencontrer des gens qui en savent plus qu'ils ne veulent en dire sur cette étrange créature et très vite ils vont comprendre que ce qui se passe, ça va bien au-delà d'eux, de leur petit village, de leur île et même de leur planète. Alors moi j'ai découvert ces BD il y a pas longtemps grâce à une amie, d'ailleurs merci à toi Sarah, et j'ai accroché très rapidement grâce à 2 choses. La première, c'est la force de certaines images. Dès le premier album, on a des gens qui courent à la surface d'un océan devenu solide, on a un village détruit par une substance étrange et toxique qui peut ronger un être humain en quelques instants, c'est génial. On a une structure immense qui se forme puis s'écroule sur l'eau sans que personne ne comprenne pourquoi à ce moment-là. On a aussi des oiseaux appelés javelots qui foncent sur leur proie pour les transpercer, d'où leur nom. Et après ça, on découvre des déserts, des marécages, des rivières, des grottes, plein de trucs et avec plein de choses très dangereuses pour le plus grand plaisir des gens sadiques comme moi. En fait, il y a tout ce que j'aime dans la science-fiction. Des mondes nouveaux, des animaux et des plantes inconnus, des phénomènes inexpliqués et une menace qui n'est pas juste un grand truc méchant qui veut tuer tout le monde. On est vraiment dans la belle approche de l'autre et de l'ailleurs. Ce qu'on perçoit comme un ennemi, un monstre, c'est peut-être simplement une chose qu'on ne comprend pas, qui n'est pas fondamentalement méchante et qui restera peut-être un mystère pour la majorité de l'humanité à tout jamais. Les personnages sont confrontés à des choses incroyables qui dépassent l'entendement et qui font d'eux de purs héros et héroïnes de science-fiction, mais au fond, l'être humain n'est qu'une toute petite chose, parfois insignifiante, et une note en bas de page dans une telle histoire. Et c'est là qu'on arrive à ce que j'aime encore plus dans Les Mondes d'Aldébaran. L'histoire ouvre beaucoup de portes de science-fiction qui donnent le vertige. Ici, c'est concentré sur quelque chose qui s'appelle la mentrice, et c'est la grande et belle énigme de l'aventure. Entre ça et les mystérieuses formations sur l'eau, j'ai beaucoup pensé à Solaris, le super roman de Stanisław Lem, adapté 2 fois au cinéma, et oui, les 2 adaptations sont super. Si on est un peu sensible à ça, on peut vite dériver et réfléchir à notre place dans l'immensité de l'univers, à tout ce qui est possible, ce que pourrait être une forme de vie extraterrestre, et tout ce qui est tellement grand et grandiose qu'on aurait du mal à y croire.
C'est une pure piste de décollage pour l'imaginaire, donc il faut pas se fier simplement aux airs réjouissants de BD Pulp. Les Mondes d'Aldébaran offrent beaucoup plus que ça. Alors pourquoi personne n'a encore essayé d'adapter Les Mondes d'Aldébaran? Justement, des gens ont essayé. L'auteur des BD, Léo, a raconté que plusieurs projets d'adaptation ont été lancés et qu'il y a notamment eu un producteur français qui voulait faire un gros film à gros budget en anglais, tournant en Australie avec des acteurs et actrices de renom. On n'en sait pas plus. Il y a aussi eu un projet d'adaptation en série du côté du Royaume-Uni, et là je trouve que c'est super logique. La construction des BD marcherait bien en série avec une saison par cycle. Il y a aussi eu un curieux projet de trilogie de films en France mené par Emmanuel Burier, avec une campagne de financement participatif mais qui n'a pas donné de nouvelles depuis 2017, alors j'ai pas tout compris à cette histoire, mais je vous avoue que c'est un petit peu délirant et fascinant, parce que le réalisateur disait avoir notamment casté Francis Lalanne. Dans tous les cas, Léo est le premier à avoir envie d'une adaptation, que ce soit en film ou en série, il dit carrément que c'est un rêve. Et même si j'ai un peu peur de comment pourraient être adaptés ces personnages très idéalistes et toutes ces créatures qui clairement pourraient être ridicules à l'écran, sans parler de toutes les scènes où les gens sont à poil, il y a quand même une petite part de moi qui est évidemment super curieuse de voir ça peut-être un jour. À l'époque de Battlestar Galactica, j'aurais évidemment pensé à la chaîne Sci-Fi, mais aujourd'hui je me dis que peut-être Apple pourrait le faire. S'ils ont osé adapter Fondation, c'est que rien ne leur fait peur, donc qu'ils y aillent, il faut juste qu'ils fassent mieux que Fondation, ce qui devrait pas être difficile même si je sais, plein de gens aiment la série, j'en connais même dans l'équipe d'Écran Large, donc on sera pas d'accord, mais on va dire que c'est justement un très bon exemple d'adaptation extrêmement ambitieuse et casse-gueule qui aurait eu sa place dans cette vidéo il y a quelques années. J'interromps un instant mes camarades pour vous parler de notre partenaire sonvideo.com. Et pas seulement parce que, comme nous, ils ont une chaîne YouTube très complète qui parle de tech et que je vous incite à aller voir, mais surtout parce que ce sont les référents dans le domaine hi-fi et home cinéma. Que ce soit sur leur site ou dans leurs 16 boutiques en France. Et justement, aujourd'hui, je me suis amusé à vous sélectionner 2 produits qu'ils proposent dans le domaine très spécifique des télés OLED. La technologie OLED, c'est une dalle avec plein de diodes, ce qui fait que chaque pixel génère ou pas sa propre lumière. Il n'y a pas besoin de rétroéclairage, donc ça permet des écrans toujours plus fins. Et surtout, c'est une approche qui permet les meilleurs contrastes de couleurs que vous pouvez avoir à l'heure actuelle sur une télé, notamment pour ce qui est de la profondeur des noirs. Et si vous êtes comme moi et que vous ne jurez que par l'Ultra HD sur vos films et vos jeux vidéo, c'est le top. Du coup, je vous ai d'abord sélectionné un modèle de chez LG, le OLED 55C3. Alors certes, on est au-dessus des 1000 €, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez espérer sur une télé OLED. Pour son vidéo, c'est leur modèle le plus vendu, pour un format déjà bien costaud avec 139 cm de diagonale. Chaque constructeur a ses petits outils, et LG, c'est la technologie Brightness Booster, qui améliore la luminosité de chaque pixel, ce qui est cool pour les contenus en Ultra HD, qui peuvent être épaulés par du HDR10 ou du Dolby Vision pour un affichage optimal. Ajoutez à ça 4 prises HDMI 2 points compatibles 4K 120 Hz et vos consoles de jeux pourront vous offrir les performances les plus fluides possibles. Donc ça, c'est personnellement ce que je pourrais me payer si je voulais upgrader mon matos en craquant un peu mon slip. Mais si comme moi, vous êtes prêt à hypothéquer un rein pour un bel écran, vous avez toujours le Sony XR83A80L, désolé pour le nom à rallonge. Alors pour le coup, ça dépasse les 4000 €, mais permettons-nous de rêver un instant. Déjà, c'est un mastodonte de 210 cm de diagonale et grâce au traitement d'image de Sony, c'est le téléviseur parfait pour le cinéma et le jeu vidéo, compatible avec tous les formats son, du DTS au Dolby Atmos, même sans barre de son. Et le petit plus, c'est l'accès à la plateforme de streaming Bravia Core, exclusive à Sony, et qui passe des films dans un format 4K avec un débit quasi identique à un Blu-ray Ultra HD. Bon, si je vous parle de télé OLED, c'est pas seulement pour vous faire saliver. Si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser le code promo DUNE5 qui vous permet d'avoir une réduction sur n'importe quelle télé 4K Ultra HD, et pas que les OLED d'ailleurs, présente sur le lien en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à jeter un œil au site de sonvideo.com. Il y avait 2 livres de science-fiction que j'avais vraiment envie de voir adaptés avec les technologies modernes sur un écran. Dune de Frank Herbert et Fondation d'Isaac Asimov. Alors forcément, mes désirs sont devenus réalité avec la version d'Arrakis par Denis Villeneuve au cinéma et la série Apple TV+ sur Trantor de David S. Goyer et Josh Friedman, même si je dois avouer que Fondation série, ça s'éloigne quand même beaucoup de Fondation saga littéraire. Mais bon, ce n'est pas parce que quelques rêves ont été exaucés qu'il faut s'arrêter là, et c'est d'ailleurs le problème avec la science-fiction chez moi, en fait j'en veux toujours plus. Personnellement, l'adaptation que j'adorerais voir sur un grand écran ou sur un écran tout court, ce sont les Cantos d'Hyperion de Dan Simmons. Et je vous vois venir très vite, ce serait un très gros morceau. Oh que oui, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai moi-même un peu peur de me lancer dans un résumé express de la saga en seulement quelques minutes, tant l'œuvre de Dan Simmons est riche. Mais bon, je vais essayer malgré tout. En gros, dans Hyperion, nous sommes au 29e siècle et l'univers est dominé par l'hégémonie, la confédération des planètes colonisées par l'homme, qui est menacée par les Extros, une civilisation d'humains génétiquement modifiés, perçus comme des méchants barbares, en gros.
Afin d'éviter que les extros s'emparent des tombeaux du temps, qui détiennent un pouvoir faramineux et qui se situent sur Hyperion, la planète, la présidente de l'hégémonie a donc choisi d'envoyer 7 pèlerins sur Hyperion. Leur objectif, il est simple, ils doivent rencontrer le Gritch et empêcher les tombeaux du temps de s'ouvrir avant qu'il ne soit trop tard. Sauf que le Gritch, en fait, c'est une sorte de monstre féroce, métallique, qui garde les tombeaux du temps depuis toujours et qui est au cœur d'une sombre légende. Parmi les 7 pèlerins qui arriveront au tombeau du temps, 6 seront sacrifiés au Gritch et un seul survivra pour exaucer son vœu ultime. Hyperion suit donc l'immense périple des 7 voyageurs qui racontent tour à tour leur histoire et notamment ce qui les lie au Gritch personnellement. Bon, et puis à côté de ça, il y a aussi une histoire d'intelligence artificielle et de mélange entre le passé, le présent et le futur, mais bon, je vais pas tout vous raconter non plus. Tout ça pour dire que les Cantos d'Hyperion est une saga qui a été écrite entre les années 80 et 90 par Dan Simmons, donc, et qu'elle comprend 4 tomes, Hyperion, la chute d'Hyperion, Endymion et l'éveil d'Endymion. Et je pense clairement que pour se faciliter la tâche dans un premier temps, pour une adaptation, il serait judicieux de se concentrer uniquement sur les 2 premiers livres, puisque la chute d'Hyperion, elle vient conclure en fait l'histoire commencée par Hyperion, donc l'histoire que je viens de vous résumer en express, et qu'on peut facilement séparer les 2 premiers livres des suites. Et puis comme Endymion commence 272 ans après les 2 premiers livres, franchement ce serait très compliqué de les adapter ensemble, d'autant plus qu'on sait que les ellipses sont toujours une vraie galère en science-fiction. Il n'y a qu'à voir Fondation. Alors pourquoi j'aimerais tant voir Hyperion avoir son adaptation? Eh bien tout simplement parce que c'est fabuleux. C'est franchement un voyage incroyable qui regorge d'idées et images folles dans ce terrible Gritch, créature métallique qui empale ses victimes sur un gigantesque arbre de métal aux épines monstrueuses. Il est à la fois partout et nulle part, capable de voyager dans le temps et l'espace, il échappe à l'entendement et hante chaque page du livre. C'est un vrai monstre horrifique et fantastique implanté dans un univers de science-fiction foisonnant, qui jongle à la fois entre les genres, avec beaucoup d'aventures évidemment, et aussi un peu de romance. L'imaginaire de Dan Simmons est donc ultra riche et difficile de ne pas avoir envie de voir ça transposé sur un écran, franchement. Cela pourrait vraiment donner une histoire folle, avec notamment ces tombeaux du temps, les questionnements sur la nature de Dieu, la religion, les intelligences artificielles, notre propre rôle déique, l'avenir de l'humanité ou son passé trouble, etc. Mais surtout, dans Hyperion, il y a des personnages vraiment fascinants, entre le consul, le prêtre, le soldat, la détective, le templier, le poète et le lettré. C'est une vraie richesse dans une telle épopée car ça nous permet de plonger dans des existences tourmentées, avec à la clé des réflexions passionnantes sur la valeur de l'art, la frontière entre l'humain et la machine, ou encore le sens de la guerre et la valeur des codes moraux. Pour résumer, c'est une immense saga qui parvient à lier à une échelle cosmique des enjeux intimes, bouleversants et une grande guerre de civilisation intergalactique, soit le combo parfait pour de l'émotion d'un côté et du grand spectacle de l'autre. Le seul problème, et pas des moindres je dois avouer, c'est que ça fait beaucoup de choses à entremêler. Pas plus que d'une, vous me direz finalement, avec sa mythologie complexe, tout son pan mystique, ses cultures différentes et surtout tous ses passages introspectifs. C'est un peu vrai, sauf que contrairement à Dune, Hyperion, c'est une histoire de groupe, sans trajectoire classique de héros, ce qui est forcément bien plus complexe à adapter, sans risquer de partir dans tous les sens. Ce n'est pas anodin si le cycle n'a toujours aucune adaptation au cinéma ou en série. Une rumeur avait laissé entendre en 2003 que Martin Scorsese était intéressé par le projet, puis on avait finalement appris que James Cameron avait failli s'en emparer avec Leonardo DiCaprio avant de se lancer dans Avatar. Il n'y a rien eu de très concret, en tout cas avant 2009, lorsque le réalisateur Scott Derrickson, qu'on connaît maintenant désormais pour Doctor Strange ou Sinister, avait été embauché par Warner pour plancher sur une adaptation cinéma des 2 premiers livres en un seul film. Bon, évidemment, ça a échoué, c'était bien trop ambitieux, mais depuis 2011, Bradley Cooper est le plus grand espoir de voir un jour Hyperion sur grand écran. Parce que oui, l'acteur et réalisateur est un immense fan du cycle de Dan Simmons. Il le connaît sur le bout des doigts. Au tout début, en 2011, il voulait faire un film. Puis, il s'est plus ou moins penché sur une idée de mini-série pour Sci-Fi. Mais depuis 2021, et le succès retentissant de Dune, l'idée d'un film avec Warner, et lui aux commandes, est revenue sur le devant de la scène. Pour le moment, et pour être très honnête, ça me déçoit un peu, on n'a absolument aucune nouvelle de l'avancée de ce projet. Et même si je trouve pas Maestro et A Star is Born foncièrement mauvais, franchement, très personnellement, je ne pense pas que ce soit Bradley Cooper la meilleure idée pour un tel mastodonte. D'ailleurs, même si ça me ferait forcément extrêmement plaisir de voir une adaptation cinéma à la hauteur, le médium sériel me semble bien plus approprié pour Hyperion. Un peu comme Fondation en fait. Et comme les chapitres du livre se consacrent plus ou moins au récit d'un personnage précis, une série pourrait consacrer un épisode à un personnage en particulier, pour mieux découvrir son point de vue, son parcours, etc. Ça demanderait évidemment des ajustements, mais je me dis que l'alternance des visions très subjectives de chaque personnage entre chaque épisode
permettrait à la série, dans sa globalité, de s'approcher au mieux de la sève des livres de Simmons. Et comme je suis un fan de The Leftovers, je me dis qu'un Damon Lindelof pour scénariser Hyperion en série, ce serait vraiment une super idée. Alors avec Bradley Cooper en producteur, voire en acteur, pourquoi pas dans la peau d'un personnage. Là comme ça, je ne sais pas lequel, mais si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bref, une série Hyperion, ce serait franchement le rêve. Un défi énorme, mais le rêve. Et vu le Watchmen de Lindelof, je pense vraiment qu'il nous a prouvé qu'il était l'un des meilleurs scénaristes du petit écran, on lui pardonne toujours pas un Prometheus, pour donner vie à des univers complexes. Alors, Warner, vous terminez Dune, et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Perso, quand on me parle d'adaptation impossible, ou tout du moins compliquée, je pense à La Horde du Contrevent. La Horde du Contrevent est un livre qu'il est assez difficile de décrire en 5 minutes, alors je vous dis pas sur un film de 2 heures. Pour être très concret, il s'agit d'un roman publié en 2004 et devenu à la fois un best-seller et un grand succès d'estime. Je pense que c'est difficile de parler de classique parce qu'il n'a que 20 ans, mais c'est quand même un sacré morceau de la littérature de l'imaginaire contemporaine et ça reste probablement le livre le plus célèbre de l'auteur, Alain Damasio, auteur que vous connaissez peut-être pour son approche très savante de la langue, ses expérimentations grammaticales, voire ses néologismes. Et ce sont quelques-unes des choses qui font de La Horde du Contrevent une œuvre aussi dense qu'inadaptable. Alors qu'est-ce que ça raconte? On suit donc une horde constituée de 23 personnes. Ça se passe dans un univers qui emprunte à la SF mais aussi à la fantasy et qui est balayé par un vent hyper complexe qui se décline en plusieurs formes par exemple et qui peut s'avérer plus que dangereux. Le but de la horde est de trouver l'origine de ce vent et donc littéralement de remonter cet univers à pied en quête de sa fin, ce qu'ils appellent l'extrême amont qui est une sorte de quête mystique. Et il s'agit de la 34e horde puisqu'elle se succède. Pourquoi c'est aussi compliqué? Eh bien la liste est longue, c'est pas que l'univers en lui-même est trop ambitieux, même s'il l'est, les descriptions ont beau être assez originales ou allusives, certains passages sont tout à fait retranscriptibles, je pense. Non, le problème c'est que le roman comporte pas mal d'audace très spécifique à la littérature. Alors il y a des détails sur lesquels on pourrait passer, comme les pages qui sont numérotées à l'envers, mais la structure est quand même hyper spéciale. En effet, l'écriture adopte les points de vue de plein de membres différents de la Horde. Chaque personnage a sa manière de penser, de parler, ses lubies et ses faiblesses. Et chaque changement de perspective est signalé avec un symbole particulier, symbole listé sur ce marque-page, à garder pendant la lecture. Le dispositif est très mental, parce que oui, il se passe des trucs physiquement, mais l'intérêt c'est vraiment de se plonger dans la psyché et donc dans le style de chacun. Ensuite, le principal antagoniste, on va dire, c'est le vent. Et c'est pas n'importe quel vent, c'est vraiment presque une entité à part entière qui est caractérisée par tout un vocabulaire inventé et archi complexe. Bref, un truc très spécifiquement littéraire, parce que le vent, c'est pas le truc le plus simple à mettre en scène, comme vous vous en doutez. Et surtout, et là c'est vraiment difficile de le formuler, c'est quelque chose dont on se rend compte à la lecture, c'est aussi un peu un poème ce livre. Le style épouse complètement cet univers à part, au point de carrément fusionner avec lui, de fabriquer une réalité contenue dans des mots sur du papier. Certains parlent de livre-univers. Sorti de ces pages, le monde de la Horde et la Horde elle-même n'ont plus vraiment de sens. Adapter un tel récit nécessite de gros partis pris. La complexité de la chose, qui brasse moult thèmes politiques et philosophiques, comme toujours chez Damasio, est bien décortiquée dans ce livre qui s'appelle L'étoffe dont sont tissés les vents et qui propose notamment une énorme analyse du roman signé Antoine C. Epondil. Il y fait aussi une liste des adaptations de la Horde du Contrevent. Et oui, parce que c'est compliqué, mais ça a déjà été fait à de multiples reprises. Enfin, peut-être pas comme vous l'imaginez. Alors, il y a la musique, qui fait plus figure de compagnon de route. Il y a 5 performances théâtrales plus ou moins inspirées du récit, un livre interactif sur la 11e Horde, ainsi qu'un prototype de jeu vidéo signé de 15 étudiants de Gamagora qui s'intéressent principalement à la dimension stratégique de la Horde et qui ressemble à ça. L'adaptation la plus connue est une bande dessinée sortie en 2017 chez Delcourt. Eric Ennino, l'auteur, explique ici que, sur les conseils de Damasio, il s'est réapproprié le roman et a choisi de trahir un peu la polyphonie pour se focaliser sur les personnages de Sov. Ça fonctionne, mais c'est vraiment au cinéma que ça coince. Et d'ailleurs, ils l'ont tenté. En 2011, une société toute jeune du nom de Forge Animation s'est mis en tête d'adapter la Horde du Contrevent non seulement en film, mais aussi en jeu vidéo. Et il y avait de quoi être curieux, Damasio lui-même au scénario, Yann Kounen à la réalisation et Marc Caro à la direction artistique. Ça s'appelait Windwalkers et ça aurait été un sacré film d'animation, sauf que plusieurs mois plus tard, ils se sont retrouvés bloqués par les distributeurs qui jugent le scénario trop compliqué. Je cite Marianne Carpentier, la productrice exécutive, dans un article de Première. Les distributeurs américains ont voulu intervenir sur le scénario qu'on avait déjà recommencé 4 fois pour en marveliser certaines scènes.
Il voulait des grosses tempêtes et des gros mecs musclés qui s'accrochent pour les contrer. Caro et Kounen sont partis fin 2013, le jeu vidéo est resté en projet, notamment via un crowdfunding, mais il n'a abouti à rien depuis le projet Transmedia semble définitivement abandonné. Restent des images assez intrigantes et un goût un peu amer en bouche. Et finalement, c'est peut-être ça le vrai plus gros problème rencontré par une adaptation de la Horde ou d'autres œuvres de la liste. L'écart entre la densité du matériau original et les exigences de l'industrie à laquelle il devrait recourir pour être décliné sur grand écran. Un énorme écart que certains artistes ont réussi à compenser par le passé, mais qui subsistera toujours. Et souvent, c'est le spectateur qui se prend un vent. Vous l'aurez compris, la question de l'adaptation au cinéma est hyper intéressante au-delà du simple clivage adaptable-pas adaptable. C'est d'ailleurs en réfléchissant à la question qu'on met en évidence les qualités et les singularités les plus passionnantes d'une œuvre, je pense. Parce que bon, en soi, un roman qu'on pourrait adapter page par page facilement serait probablement pas un bon roman. Alors en attendant qu'Hollywood nous donne tort en adaptant les 3 bouquins cités ici, c'est arrivé sur le papier qu'on a fait sur le site, on s'est dit que c'était un beau prétexte pour parler de littérature sur cette chaîne, même s'il faut bien préciser que nous ne sommes pas des experts, loin de là, tout juste des lecteurs passionnés. On s'ouvre également à d'autres arts sur le site, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de bande dessinée, souvent en rapport avec le cinéma, mais pas que. Pour nous soutenir, vous pouvez vous y abonner. Cela vous donnera accès à plusieurs dossiers spéciaux par semaine consacrés à tout un tas de sujets, de l'actu à la nostalgie. D'ici là, je vous dis à la prochaine et bon vent. Stop.